Bonjour, j'espère que vous allez tous bien malgré la situation Covid qui commence à se tendre un petit peu. Euh, du coup, cette deuxième vague ou ce rebond, il est pas très bien compris par une partie de la population et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait voir pourquoi en fait ce rebond ou cette deuxième vague, peu importe comment on l'appelle, il y a une reprise, c'est là. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait c'était quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre et pourquoi c'est pas si surprenant que ça. Alors c'est toujours plus facile de le dire a posteriori que avant. Mais voilà, en fait, c'est quelque chose qui, en épidémiologie, peut se modéliser par des modèles très classiques, qu'on appelle des modèles compartimentaux, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser aux mécanismes de propagation d'une épidémie, et on va étudier un petit peu les modèles compartimentaux. Alors, les modèles compartimentaux, c'est ce qu'on utilise en épidémiologie pour modéliser les épidémies, pour les représenter mathématiquement. Alors je sais, on va encore me dire, hein, les maths, c'est les habits des idées, etc. M'en fous, c'est quand même, les modèles compartimentaux sont quand même assez précis pour décrire les épidémies et les caractériser. Donc ils sont très efficaces, hein, ils sont pas magiques, ils se basent en fait sur une logique qui est très très simple à comprendre, et ici je vais vous présenter un des modèles les plus simples possibles à des fins pédagogiques, le modèle SIRD. Et on va jouer un petit peu avec ce modèle et je vais vous montrer pourquoi en fait le scénario qu'on vit maintenant avec une reprise de l'épidémie, c'est quelque chose qui se comprend très bien en étudiant des modèles théoriques. Donc les modèles SIRD, je vais vous expliquer rapidement, vous allez voir, c'est assez simple. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le modèle SIRD, on considère qu'une maladie, elle se répand dans une population, et que chaque individu dans une population, il peut avoir 4 états par rapport à la maladie étudiée. Alors, il peut d'abord être ce qu'on appelle susceptible d'avoir la maladie, donc il est dans le compartiment S, c'est-à-dire que s'il est exposé à la maladie, il peut l'attraper. Ensuite, il y a un autre compartiment qu'on appelle le compartiment I, pour infecté infectieux. Donc ça, c'est quelqu'un qui est contaminé, qui a la maladie, et qui peut la transmettre à d'autres personnes. Donc, on voit que quand la maladie se propage, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer des personnes du compartiment S au compartiment I. Il y a des gens qui étaient susceptibles, qui attrapent la maladie, qui deviennent infectés. Ensuite, une fois qu'on est infecté, il y a deux scénarios possibles. Soit on guérit, et on passe dans le compartiment R, soit on meurt, et on passe dans le compartiment D. Donc ça c'est assez simple, chaque individu d'une population il va appartenir à un de ces groupes et on peut définir les relations entre ces groupes. Donc dans une épidémie, ce qui se passe en fait dans le temps, c'est qu'une partie des gens susceptibles d'avoir la maladie est contaminée. À chaque fois il y a une certaine proportion des S qui vont passer dans le compartiment I. Et cette contamination, de quoi elle va dépendre? Elle va dépendre du nombre de personnes qu'il est possible de contaminer. Si vous êtes malade et puis que toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue sont susceptibles d'être contaminées, alors vous avez une grande chance de contaminer beaucoup de personnes. Donc ça dépend du nombre de personnes qui sont susceptibles d'être contaminées. Ensuite, ça dépend aussi du nombre de personnes qui sont infectées. Plus il y a de personnes qui sont infectées dans une population, plus il va être facile d'infecter des gens. Plus la quantité de gens qui vont passer de S à I est importante. Mais ensuite, il y a un autre paramètre qu'on va appeler, je vais vous mettre ici, bêta. Et bêta, en fait, c'est la contagiosité de la maladie, c'est une propriété de la maladie. Donc on voit que on va dire le taux de transfert entre le compartiment S et le compartiment I, on peut le modéliser, on peut dire, voilà, ça va dépendre pour une part de la contagiosité de la maladie, du nombre de personnes qui peuvent l'attraper et du nombre de personnes qui peuvent la donner. Donc on définit bêta fois S fois I. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes qui sont infectées, elles peuvent soit guérir, soit mourir, puis on va définir un taux de guérison, on va appeler gamma, et donc le transfert de la population du compartiment I au compartiment R, il va dépendre de gamma fois I, c'est-à-dire que plus il y a de personnes qui sont infectées, plus il y a de personnes qui vont passer dans le compartiment R, et puis plus le taux de guérison est important, plus il y a de personnes qui vont passer dans le compartiment R. Et puis pour les morts, c'est la même chose, sauf qu'on a un autre paramètre qu'on va appeler mu, mais en gros, le nombre de personnes qui vont passer du compartiment I au compartiment D, ça dépend du nombre de personnes dans le compartiment I, et puis du taux de mortalité ou la létalité de la maladie. Donc c'est assez facile à comprendre. Du coup, ce qui est bien, c'est que on peut représenter tous ces transferts, ces flux entre les compartiments par un système d'équations différentielles. Alors je vous ai mis les formules, mais c'est par curiosité, hein, je ne demande pas de les comprendre, mais en gros, ça par exemple, ds sur dt, ça correspond à la variation du nombre de personnes dans le compartiment S au cours du temps, et ça dépend de bêta SI, c'est ce que je vous ai dit avant, et c'est moins, parce que on retire des personnes de ce compartiment. Le nombre d'infectés, l'évolution du nombre d'infectés au cours du temps, il dépend de bêta SI,
Donc bêta SI, c'est ce qui définit le transfert de personnes du compartiment S au compartiment I, auquel on va retirer les morts, et puis, enfin les morts ici, et puis les gens qui sont guéris ici. Et puis là, on peut aussi regarder la variation du nombre de personnes dans le compartiment R et la variation du nombre de personnes dans le compartiment D. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais on peut le représenter comme ça, et à partir du moment où on est capable de représenter un système dynamique comme un ensemble d'équations différentielles, et ben on peut commencer à modéliser la chose. Et donc, je vais vous montrer normalement ce qui se passe dans une épidémie classique quand on applique ce modèle. Donc ce qu'on comprend bien, c'est que pour qu'une épidémie ou une vague elle se termine, il faut jouer sur la transmission entre le compartiment S et le compartiment I. Donc on a vu que la transmission, ça dépendait de bêta, de S et de I, et donc on peut faire baisser tout ça, soit en faisant baisser bêta, en faisant baisser S, ou en faisant baisser I. Alors, pourquoi faire baisser bêta? Bah bêta, je vous ai dit, c'est la contagiosité de la maladie. En gros, moins une maladie se transmet facilement, moins elle infecte de gens. Et puis il y a un moment, si elle infecte tellement plus de gens qu'elle se propage plus, ben voilà. Cette phrase ne veut rien dire. Donc voilà pourquoi quand on joue sur bêta, en fait, on va réduire la maladie, on va réduire le taux de transmission entre S et I. Pourquoi aussi on peut faire baisser I? Bah moins il y a de gens infectés, moins la maladie se propage. Hein. On imagine que si dans une population, dans une ville, il y a 100 personnes qui sont contaminées, bah elles vont transmettre plus la maladie que s'il y a une seule personne qui est contaminée. Et puis ensuite, ça dépend aussi du nombre de gens qui sont susceptibles d'être contaminés, puisque bah moins il y a de gens qui sont capables d'attraper la maladie, moins la maladie elle peut se propager. En gros. Donc avec ces paramètres, on peut calculer ce qu'on appelle le R0 en début d'épidémie, ou le RE ou RT en cours d'épidémie, et en fait ce R, bah, c'est le nombre moyen de personnes qu'un infecté va faire passer du compartiment S au compartiment I. Et ça, on peut le calculer de façon très simple. Donc le R, il se calcule comme ça, il vaut bêta fois S divisé par bêta plus mu. En gros, ben, bêta, c'est le taux de transmission de S à I, et bêta plus mu, c'est le taux de sortie de I. Donc en gros, quand R il est plus grand que 1, la maladie se propage, quand R est plus petit que 1, la maladie ne se propage plus, l'épidémie s'arrête, et on voit que pour faire baisser R, finalement, on a trois possibilités. On peut faire soit baisser bêta, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit baisser S, soit augmenter gamma et mu. Augmenter gamma et mu, on peut pas trop, surtout si on augmente mu, on va augmenter la mortalité. Donc on peut jouer sur bêta, avec les mesures institutionnelles, donc par exemple le confinement, le télétravail, etc. On peut jouer aussi sur bêta avec les gestes barrières, on peut faire diminuer bêta avec le masque, le gel hydroalcoolique, la distanciation sociale. Et puis il y a d'autres paramètres qu'on contrôle pas trop sur bêta, par exemple des fois la météo. Il y a, pour certaines maladies, en fait, bah, la météo joue un grand rôle parce que certains virus ne vont pas persister aussi longtemps à la chaleur. C'est peut-être ce qu'on a vécu cet été, qui explique qu'on a été relativement tranquille. Et ça, bah, ma foi, c'est quelque chose sur lequel on peut pas jouer. Et puis S, pour faire baisser S, ce qu'on peut faire, la seule chose qu'on peut faire, c'est bon, soit faire passer l'épidémie complète, donc au final il n'y aura plus personne dans S, puisque tout le monde aura eu la maladie et sera à peu près immunisé, ou alors on vaccine les gens, puisqu'une fois qu'ils sont vaccinés, ils ne sont plus susceptibles d'attraper la maladie, donc ils ne sont plus dans le compartiment S. Donc nous, quand on a fait le confinement, ce qu'on a voulu faire, c'est écraser bêta à fond. En fait, on a diminué bêta le plus possible pour que R y passe sous 1. Mais en fait, quand on a fait ça, on a empêché l'épidémie de se terminer complètement, on a mis un gros stop à l'épidémie, ce qui était plutôt bien, parce que même en mettant un gros stop, c'était quand même assez catastrophique la situation. Et il y a deux problèmes. À ça, c'est que bah, le nombre de personnes dans S, il est resté très élevé, parce qu'il y a assez peu de personnes qui ont été contaminées en France. Il y a eu à peu près 30 000 morts à la première vague, donc si on compte 0,5% de mortalité, à peu près 6 millions de personnes qui ont été infectées, on va dire entre 6 et 12 millions de personnes qui ont été infectées, donc un peu plus de 10% de la population a été infectée, ce qui nous laisse entre 80, à la louche, entre 70% et 80% de la population qui est encore dans le compartiment S, donc beaucoup de gens. Et puis, donc ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, bah, c'est que bêta, on peut pas le contrôler longtemps. Là, bêta apparemment a remonté et le R il est passé au-dessus de 1. Pourquoi? On sait pas. Il y a peut-être eu un relâchement sur les gestes barrières, il y a peut-être eu... c'est peut-être la météo, on sait pas. Hein. Il y a eu la rentrée des classes, voilà, il y a plein de façons, plein de facteurs qui peuvent expliquer que ce bêta est remonté. Et ma foi, bah, c'est comme ça, c'est remonté. On a un R qui est au-dessus de 1, maintenant c'est acté, et on est sur une reprise. Et tout ça, on peut l'expliquer par des modèles théoriques, donc je vais vous montrer maintenant voilà, comment on peut simuler un début d'épidémie
un confinement, et puis une reprise d'épidémie après, et puis on va essayer de comprendre quelles sont les implications de ce modèle, et comment on peut réfléchir à la suite à partir de ce modèle. Donc quand on fait tourner un modèle CIR, voilà ce qu'on a. Ça c'est quelque chose qui se passe classiquement, donc c'est une fausse maladie que j'appelais Grovit42, c'est pas fité sur les chiffres du Covid, c'est pas le Covid, c'est une autre maladie, c'est un modèle théorique pour expliquer les mécanismes, d'accord? Donc ce qui se passe quand on a une épidémie normale, qu'on laisse se dérouler dans une population qu'on dit fermée, c'est que à mesure que la maladie se propage, il y a de plus en plus d'infectés. Donc là, c'est le nombre d'infectés à un instant T, d'accord? Il y a de plus en plus d'infectés. Donc du coup, il y a de moins en moins de gens dans le compartiment S parce que les gens sont infectés. Donc tous les gens qui sont infectés sortent du compartiment S, et puis ensuite pour entrer dans le compartiment I, et ensuite ils passent du compartiment I ici à soit le compartiment R, soit le compartiment D. Donc soit ils guérissent, soit ils meurent. Donc ça, c'est ce qu'on a classiquement sur une épidémie, avec cette croissance exponentielle au début, une croissance ensuite linéaire, puisque R commence à diminuer pas mal, à être très proche de 1, puis ensuite cette inflexion de courbe avec voilà, cette maladie qui se tasse. Et cette forme de cloche qui est caractéristique des épidémies. Donc ça, c'est quand on fait rien. Maintenant, là-dessus, je vais simuler un confinement. Donc pour simuler un confinement, ce que je vais faire, c'est que à partir du moment où l'épidémie, elle augmente ici, où l'épidémie part, je vais mettre un gros stop en diminuant bêta, et puis je vais regarder ce qui se passe. Je vais juste essayer de faire passer R sous 1. Voilà ce qui se passe. Donc, on voit ici, c'est un peu comme ce qu'on a vécu nous au printemps. Départ de l'épidémie, confinement, et puis stoppage de l'épidémie. On voit que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gens qui sont passés du compartiment S, enfin qui sont sortis du compartiment S, et c'est ce que je vous disais. Nous, en France, on a entre 10 et 20% de la population qui a été contaminée, et donc on a pas loin de 80% de la population qui est encore dans le compartiment S. Donc on est à peu près dans le même setup qu'ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un tout petit peu bêta. Alors je vais le mettre moins fort qu'au début, et qu'au tout début, mais juste assez pour que R repasse au-dessus de 1, et puis on va voir ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, donc on a l'épidémie qui reprend, ici on voit la deuxième vague qui arrive, et on voit qu'elle s'arrête quand le nombre de personnes dans le compartiment S est suffisamment bas. Voilà. Donc là, typiquement, ce que j'ai fait juste, c'est que j'ai mis une maladie, j'ai mis une épidémie, je l'ai stoppée, et ensuite, en baissant bêta, et ensuite j'ai remonté un tout petit peu bêta, pour relancer un tout petit peu la maladie dans la population. Et voilà ce qui se passe. Donc on comprend bien que sur ces modèles, la deuxième vague, elle est très logique. Alors maintenant, nous, ce qui se passe, c'est que dans les médias, on n'a pas accès aux informations sur S et sur R. D'accord. On a que des informations sur D et I, en gros on connaît le nombre de morts et puis on connaît le nombre de cas. Donc si on regarde ces courbes-là, voilà ce que ça donne. Ça c'est à peu près ce qu'on a vécu sur la première vague au printemps. Augmentation du nombre de cas très soudain, ploum. Confinement, diminution du nombre de cas, et puis les morts qui suivent un petit peu derrière. Ça c'est ce qu'on observe aussi classiquement. Puis voilà. Et ensuite, à partir de là, si on remonte un petit peu bêta pour que la maladie continue, eh bien on observe cette deuxième vague, ce pic, avec ici une phase de croissance qui est un petit peu moins forte qu'au début, mais avec une grande croissance, et puis potentiellement une deuxième vague qui est plus importante que la première. Plus importante non seulement en hauteur, mais aussi parce qu'elle est très large. Et donc en gros, le nombre d'infectés total, c'est en gros la surface de ça, faudrait intégrer. Mais voilà. Et du coup, à quel point est-ce que ce modèle théorique il est proche de ce qu'on a en France, ou alors on peut dire à quel point ce qu'on a en France, on peut le rattacher à ce modèle théorique. Alors on va pas essayer de comparer le nombre d'infectés parce que le nombre de tests qu'on avait en France au printemps et maintenant c'est pas le même, donc c'est difficile de comparer les cas. Par contre on peut regarder les morts ont été comparés de la même façon. Donc si on regarde les morts qu'on observe en France à l'heure actuelle, voilà ce qu'on a. On a cette augmentation très brutale au début de l'épidémie en mars-avril, mai-juin, et puis un plateau vers juin, et puis là on observe une petite reprise. Et si on regarde maintenant par rapport à notre simulation ce qu'on obtient, voilà ce qu'on a, donc ça c'est les décès sur la simulation totale, et puis si je fais un encadré sur la période qui nous intéresse, on voit qu'on a la même forme, avec cette augmentation assez soudaine, un plateau, et puis une reprise, on peut comparer les deux. On a quelque chose qui est assez similaire. Alors,
Le problème, c'est que bah, on est dans le flou parce qu'on sait pas si on va aller vers ça ou pas. On sait pas si ça va se passer ou pas, puisqu'on l'a pas encore vu. Mais ce qu'on peut dire, c'est attention, on a l'air d'aller vers là. Et on peut dire attention, si l'épidémie se comporte dans les conditions normales d'une épidémie avec des modèles compartimentaux, bah on peut craindre ça. On peut craindre ça et donc il faut l'anticiper pour pas y arriver. À l'heure actuelle, on est un petit peu dans le flou et on a tendance à oublier qu'en fait, on connaît pas encore vraiment le futur. On peut juste deviner, mais on vit l'épidémie au jour le jour. Et quand on la vit au jour le jour, on a les résultats en temps réel, et c'est un petit peu ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Ici, première vague, confinement, la vague descend, ça se tasse, et puis là, bah, ce qu'on observe, c'est que ça reprend, voilà. Et donc là, on est à peu près à ce moment-là de l'épidémie, on voit qu'on a cette reprise, on est là, et maintenant ce qu'on se demande, c'est est-ce que ça va continuer ou pas? Est-ce que ça va se tasser? Donc on peut le tasser si on arrive à réduire bêta, si on n'arrive pas à réduire bêta, ça va être compliqué. Et donc ce dont on a peur, ben, c'est qu'on arrive dans ce deuxième scénario, et vraiment on veut pas arriver là. Donc voilà un peu le scénario qui se dessine actuellement, et le but des scientifiques que certains appellent alarmistes, alors j'aime beaucoup ceux qui nous appellent comme ça, notre but c'est pas du tout d'alarmer, c'est de dire que voilà, par rapport à ce qu'on observe, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on connaît d'autres épidémies, par rapport à l'épidémiologie en général, et c'est pas moi qui le dis, je me réfère à des travaux d'experts, et ben on est sur une deuxième vague, et si on fait rien, voilà les scénarios qui sont possibles. Donc il y en a plusieurs, mais voilà les scénarios qui sont possibles. Et donc il est important de faire baisser bêta, et honnêtement, ben, si on veut pas aller droit dans le mur, hein, et honnêtement je sais pas comment faire baisser bêta, faudrait prendre des mesures structurelles, lesquelles je sais pas, honnêtement je suis pas sûr que le couvre-feu c'était la meilleure solution. La meilleure solution d'un point de vue mathématique pour faire baisser bêta, c'est de faire un couvre-feu complet, mais humainement on comprend bien que c'est difficile, donc ça c'est aux politiques de régler ça, c'est leur job. Mais nous tout ce qu'on dit, voilà, c'est attention, on est sur une deuxième vague, elle a commencé, maintenant ce qu'elle va devenir, ben, c'est ce qu'on en fait. Donc il faut réduire bêta. Il faut réduire bêta, et de façon urgente, parce qu'en plus les mesures qu'on prend maintenant, elles ont un effet qu'un petit peu plus tard, à cause du délai entre les contaminations, les hospitalisations, les décès, etc. Donc ça c'était la première chose, voilà le scénario sur lequel on est, voilà, il y a une deuxième vague qui arrive, enfin qui a commencé, c'est comme ça, on est dedans, maintenant faut faire. La deuxième chose, c'est que vous comprenez bien, au vu des explications que je vous ai données sur les modèles compartimentaux qui sont la base de la compréhension de la modélisation des épidémies, vous comprenez bien que j'ai jamais compris pourquoi certains ont soutenu qu'il était impossible qu'on ait une deuxième vague, et qui ont continué à le soutenir alors même que tous les indicateurs indiquaient qu'on allait sur une deuxième vague. Je comprends pas des gens qui se disent experts en épidémiologie, qui ont nié, la possibilité d'avoir une deuxième vague, alors que c'est une possibilité qui était complètement ouverte, et deux, la réalisation d'une deuxième vague quand elle a commencé à se faire. Je comprends pas, et ça, ces gens-là, ils ont une responsabilité dans l'augmentation du bêta, parce qu'en disant que c'était terminé, ils ont sans doute contribué au relâchement des gestes barrières. Ça, on le saura jamais, malheureusement. Mais voilà, vous déconcentrez pas, on n'est pas tiré d'affaire. La seule façon d'arrêter l'épidémie à l'heure actuelle, c'est de faire sortir les gens du compartiment S en les vaccinant. Et ça, le vaccin, on l'aura que en début d'année prochaine, voire en fin d'année prochaine. On sait pas trop comment ça se passera. Donc en attendant, prenez soin de vous. J'espère que vous avez compris un petit peu ce qui se passe en ce moment, quelle est la dynamique derrière cette deuxième vague de Covid, qui est pas marrante. Je crois qu'on commence tous à en avoir un petit peu plein le cul, moi y compris, j'en ai marre. Mais voilà, il faut pas qu'on relâche maintenant. Mais ouais, faites attention à vous, et puis à la prochaine fois. Voilà, j'essaierai la prochaine fois de faire une vidéo plus stat et puis moins Covid. J'en ai marre de faire des vidéos Covid, mais en même temps, c'est important pour moi d'essayer de vous expliquer des trucs que je comprends par rapport à mon parcours académique, etc. Donc je continue à faire des vidéos Covid pour vous informer, mais je commence à fatiguer un petit peu. Allez, prenez soin de vous.